Bonjour à tous, je m'appelle Tania Lompré. L'éducation, l'immigration, la langue française, ça vous intéresse? Vous êtes au bon endroit parce que moi aussi. Ensemble, on va explorer plusieurs enjeux reliés de près ou de loin à la francisation, à l'immigration, à l'enseignement et à l'apprentissage. On va aussi aborder les politiques publiques et l'actualité reliées à ces thématiques. De mon côté, je suis une fille super animée par l'idéal de faire du Québec un endroit où tous peuvent s'épanouir en français, avec ou sans accent. J'ai la tête qui foisonne d'idées, d'opinions et de solutions. On ne sera peut-être pas toujours d'accord, hein? Mais n'est-ce pas une des facettes de la diversité qui fait que c'est vraiment beau chez nous? Alors bienvenue à tous sur le balado avec ou sans accent. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce 11e épisode d'Avec ou sans accent. C'est quand même pas rien, hein? Donc je voulais vous remercier d'être là, en fait, depuis... vous avez déjà écouté 10 épisodes, ou peut-être que vous arrivez aujourd'hui, que c'est le premier que vous allez écouter. Si c'est le cas, je vous invite à retourner là, dans nos archives et commencer au début, en fait, pour suivre un peu peut-être l'évolution du balado. Donc, merci d'être là. Hein. On a lancé avec ou sans accent à la fin du mois de juin, donc à la fin de l'année scolaire, quand j'avais un peu plus de temps. Et j'ai enregistré là, une dizaine, 7-8 épisodes pendant l'été. Et là, on continue, en fait, cet automne. Et je voudrais vous remercier parce que quand j'ai lancé ce projet-là, je voulais vraiment m'adresser soit aux acteurs de l'éducation, là, enseignants et autres, donc des gens qui gravitaient autour de l'éducation et autour de l'immigration. Donc, c'était vraiment mon public cible. Hein. Donc, souvent en affaires, on dit un persona. Donc, évidemment, je ne suis pas dans le clientélisme, là, mais plus dans l'auditeur idéal. Et c'était un peu ça mon intention. Puis, au-delà des professionnels de l'éducation, de l'immigration, je voulais aussi m'adresser à monsieur, madame, tout le monde qui s'intéresse à l'immigration, à la langue française, à l'enseignement, à l'intégration, à la participation des nouveaux arrivants à la société québécoise. Donc, je m'adressais à beaucoup de monde, mais je ne m'attendais pas à m'adresser à des gens qui n'étaient pas au Québec. En fait, j'ai fait un peu un audit de mon balado et je suis allée voir en fait les statistiques, voir où on était téléchargé, tout ça. Et je me rends compte, en fait, que vous êtes plusieurs en provenance de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, des États-Unis. Hein, je ne sais pas trop, mais j'étais vraiment contente de voir ça. Je ne sais pas si vous êtes tombés sur notre balado par hasard, mais si oui, bienvenue quand même. Et en fait, beaucoup aussi dans des endroits où je m'y attendais moins. Donc, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, l'Europe, la France, l'Angleterre, l'Amérique latine, l'Amérique centrale. Donc, vraiment, on est écouté un peu partout. Donc, vraiment, je vous remercie d'être là. Et si vous nous écoutez de l'étranger, donc si vous êtes à l'extérieur du Québec, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot puis me dire d'où vous nous écoutez. C'est vraiment toujours intéressant de savoir qui nous écoute au-delà des cartes de statistiques que les plateformes de balado nous offrent. Donc, merci d'être là. Aujourd'hui, on enregistre un épisode un peu différent, en fait, pour s'interroger un peu sur la formation des maîtres, mais surtout sur l'accès à la formation d'enseignants au Québec. Donc, si vous nous écoutez du Brésil ou du Maghreb, c'est sûr que peut-être que ça vous parle un peu moins, mais restez à l'écoute quand même. Je pense que vous allez apprendre des choses intéressantes sur comment on forme les enseignants au Québec. Mon idée générale aujourd'hui, c'était vraiment de me questionner, en fait, à voix haute et à me demander si l'enseignement, surtout en fait, si le baccalauréat de 4 ans est nécessaire pour devenir enseignant. Puis, j'avais vraiment envie de parler de formation traditionnelle et de parcours alternatifs qui sont offerts présentement au Québec et aussi qu'on peut se faire peut-être un parallèle avec ce qui se passe dans le monde, dans le reste du monde. Et souvent, tu sais, moi, j'ai la chance, en fait, j'ai l'énorme chance de former des enseignants partout au Québec, donc des futurs enseignants, en fait, qui sont soit dans des cours de didactique, dans le parcours du premier cycle au niveau du baccalauréat en enseignement, qui, je le rappelle, dure 4 ans au Québec, ou encore dans des formations alternatives, donc soit les DESS en enseignement ou les maîtrises qualifiantes. Donc, j'enseigne, en fait, dans ces 3 parcours-là, dans plusieurs universités au Québec. Et plus j'enseigne dans ces parcours-là, puis ça fait, là, je vous dirais, 7 ans que je fais de la formation des maîtres. Donc, 7 belles années pour lesquelles je suis très reconnaissante, en fait. Et j'ai pu rencontrer des centaines de collègues, en fait, parce que souvent, maintenant, ils sont des collègues quelque part dans le réseau, ces gens-là. Et j'ai eu la chance, en fait, de les accompagner pendant cette formation-là. Et je me suis beaucoup questionnée à travers les années, puisque ce que je vous dis aujourd'hui, c'est un peu en fait, ça vient un peu de toutes les réflexions que j'ai pu me faire depuis plusieurs années parce que moi, j'ai eu la chance, en fait, de choisir l'enseignement comme premier choix de carrière. Hein. Je ne savais pas nécessairement ce que je voulais faire dans la vie, là, mais tu sais,
Je suis arrivée à l'université en communication. Je me suis rendu compte que j'étais une fille qui avait besoin d'affiliation et de collègues. Donc, je me suis tournée un peu vers l'enseignement, mais quand même, au début, à 19 ans peut-être, ou à 20 ans, là, donc au temps où j'avais pas de responsabilité d'adulte. Donc, c'était facile, en fait, de faire ce choix-là. Et une fois que je l'ai fait, je suis arrivée à l'enseignement naturellement parce que j'avais fait une formation régulière d'un baccalauréat en enseignement qui me menait à un brevet d'enseignement du Québec. Mais en fait, plus je navigue dans le monde de l'éducation, plus je me rends compte, en fait, que c'est pas tout le monde qui fait le choix d'un programme qualifiant menant au brevet là, dès la sortie du cégep. Et en fait, c'est même le contraire. Hein. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent à l'enseignement un peu par la porte d'en arrière. Puis là, je dis en arrière, mais c'est pas nécessairement, en voulant dire, c'est un deuxième choix de carrière. Puis les gens, en fait, proviennent souvent, d'un parcours différent, là, comme d'un bac en biologie, d'un bac en traduction, d'un bac en littérature. Puis finalement, on se dit, j'aimerais peut-être ça enseigner. Hein? Puis c'est drôle parce que souvent, on fait des choix de carrière en ayant un peu comme parcours ce qu'on a fait comme matière au secondaire, puis en se disant, moi, j'étais super bon en sciences, fait que je vais faire un métier où on me demande des sciences, ou moi, j'étais super bonne en français, fait que je vais faire un métier relié à la langue, ou moi, j'étais super bonne en maths, fait que je vais aller faire un métier plus administratif. Puis, on pense pas nécessairement à l'enseignement parce que, on peut se dire que c'est pas nécessairement notre domaine de choix là, en éducation. Puis, souvent, l'éducation a tellement mauvaise presse. On est tellement habitué d'entendre tout plein de choses négatives sur l'éducation, alors que, moi, pour être dans le milieu, en fait, depuis 17 ans, je pense encore que c'est le plus beau métier du monde. C'est juste qu'il est un peu mal vendu, un peu mauvaise presse. Souvent, on parle de l'éducation en termes négatifs, alors qu'il y a tellement de belles choses à dire sur lesquelles je crois qu'on devrait mettre plus d'importance. Mais n'empêche, je pense que la première chose à faire, c'est de cesser de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui veulent être enseignants, parce que c'est tellement déjà difficile d'aller combler plusieurs postes. Il y a une pénurie de main-d'œuvre dans beaucoup de matières au secondaire, peut-être un peu plus qu'au primaire, mais je pense qu'il faut favoriser, en fait, ceux qui font le choix de deuxième carrière d'enseignement et de se questionner comme société, à se dire comment on peut faire en sorte que ces gens-là puissent enseigner, puissent parvenir à l'obtention d'un brevet, puissent avoir une classe et, en fait, les aider à ce que ça devienne concret. Puis souvent, quand les gens arrivent à l'enseignement en deuxième carrière, je vous donne un cas classique parce que moi, j'enseigne surtout à des gens qui veulent devenir enseignants en français. Le parcours classique, là, je vous dirais que c'est quelqu'un qui a fait un bac en littérature, une maîtrise en littérature et qui s'est dit « je veux enseigner au cégep ». Donc ça, on le voit. En tout cas, moi, je l'ai vu des dizaines de fois. Des gens qui étaient pleins de bonne volonté, qui étaient convaincus, en fait, que les portes du cégep s'ouvriraient rapidement lorsqu'ils termineraient la formation, qu'ils pourraient enseigner la littérature au cégep. C'est pas toujours ça qui se passe. Hein? En fait, il y a beaucoup de compétition. Il y a des gens qui ont des doctorats qui sont choisis souvent en premier. Moins d'ouverture de poste. Donc, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, par exemple, pour aller enseigner au cégep. Et souvent, les gens vont se tourner vers soit l'enseignement du français langue seconde ou l'enseignement du français au secondaire, un peu en se disant, je veux enseigner et je ne peux pas le faire, ou le cégep ne m'appelle pas, ou le cégep est très instable, hein, parce que ça aussi, c'est... les gens ne veulent pas nécessairement donner 2 cours une session puis 0 cours l'autre session. Là, ils veulent avoir un revenu plus stable et l'éducation leur permet ça. On va se le dire, là, l'enseignement, c'est relativement stable. Là, souvent, vous signez un contrat au mois d'août, au mois de juillet, ou peu importe quand vous le signez, et vous savez où vous en allez jusqu'au mois de juin de l'année prochaine. Donc, évidemment, là, dans les milieux où il y a de la pénurie, c'est pas toujours le cas. Donc, des fois, on va signer des demi-années, tout ça, mais c'est quand même beaucoup plus stable que signer un cours au cégep. Et souvent, ces gens-là, déjà titulaires d'un bac et d'une maîtrise, doivent repasser par une deuxième maîtrise qui va leur donner un brevet d'enseignement ou encore un DESS qui va mener quand même au brevet d'enseignement. Et chaque fois qu'on se parle des formations courtes, j'ai l'impression qu'il y a un débat un peu stérile là, dans les universités, puis surtout chez les profs. J'ai rien à dire contre les profs. Je comprends que les profs se disent, les jeunes, c'est ça l'affaire, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement jeunes, là, mais les gens doivent acquérir une formation solide en didactique et en pédagogie. Après, ils pourront aller enseigner. Moi, je suis didacticienne de formation. J'ai fait un doctorat aussi en éducation. J'enseigne depuis 17 ans dans le réseau. Donc, c'est sûr que je crois à la formation, mais je crois que c'est pas nécessaire de faire un bac de 4 ans et que d'autres formations peuvent
être mises à profit pour la formation des futurs maîtres. Puis souvent, ben, je dis futurs maîtres, mais ces gens-là sont déjà dans des classes, ils ont déjà des contrats. Les milieux d'éducation leur ont déjà fait confiance. Il ne leur reste en fait qu'à obtenir le sacro-saint brevet d'enseignement du Québec. Et je dis ça, mais tu sais, c'est pas péjoratif, là, mais je crois qu'on doit aider ces gens-là qui sont déjà sur le terrain, qui supportent en fait plusieurs écoles. Tu sais, il y a des écoles dans le réseau qui n'y arriveraient pas là, s'il n'y avait pas d'enseignants non légalement qualifiés qui étaient dans plusieurs de leurs classes. Et comment, en fait, le milieu universitaire peut aider les milieux et les élèves du Québec, en fait, à avoir des enseignants qualifiés. Je pense que retourner et refaire un bac de 4 ans quand on a 35 ans puis qu'on décide qu'on va aller enseigner, c'est pas une super idée, là. Il y en a qui vont le faire. Il y en a qui vont aller refaire 4 ans puis qui vont se dire, ben je veux avoir ma formation complète, tout ça. Mais souvent, quand on arrive à 35-40 ans, qu'on a peut-être une hypothèque, des enfants, une voiture, c'est sûr que c'est plus complexe de se dire, ben je retourne étudiant à temps plein à l'université. Hein. Donc, il faut que les réseaux, en fait, puis les universités s'ouvrent, en fait, aux gens qui choisissent l'enseignement comme deuxième carrière et qui ont quand même un parcours intéressant pour aller enseigner. C'est sûr que, tu sais, si on a fait un bac en bio, pourquoi on ne pourrait pas enseigner? Tu sais, puis un bac en littérature, en traduction, en linguistique, en animation, recherche culturelle. Tu sais, il y a plein de formations qui sont cohérentes, là, qui peuvent mener quand même à l'enseignement. Et je pense que le réseau doit se mobiliser, en fait, pour offrir plus de formations, de seconde formation, donc de formation de deuxième cycle ou même de premier cycle, mais qui prend en considération, en fait, l'horaire des gens qui sont déjà souvent dans des classes. C'est pour ça que les DESS existent et c'est pour ça qu'il y a des universités dans le réseau québécois qui ont pris des décisions, en fait, pour favoriser en fait, que les gens choisissent leur programme ou puissent utiliser leurs ressources pour parvenir à l'obtention du brevet. Il y a des solutions, par exemple, au premier cycle. Hein, donc, il y a des universités au Québec qui, présentement, font en sorte que la 4e année d'enseignement, donc l'enseignement au premier cycle, c'est un bac de 4 ans, donc qui font en sorte que le bac de 4 ans, en fait, la 4e année devient une année en classe. Donc, les aspirants enseignants peuvent faire une année dans une école et être rémunérés. Puis, dans le fond, il y a quelqu'un comme moi qui est superviseur de stage, mais qui va vraiment plutôt superviser la pratique enseignante de l'étudiant et faire en sorte que la 4e année, par exemple, soit rémunérée. Hein. Donc, on parle souvent de ça aussi. Je pense que c'est primordial, vraiment. Là. J'ai vu Bernard Drainville dans les dernières semaines qui indiquait qu'on allait s'ouvrir peut-être et regarder comment on pourrait rémunérer les stages en enseignement. Puis, il commence à être temps. Là, moi, quand j'ai diplômé en 2007 de l'université, et on se battait déjà dans des manifestations pour avoir des stages rémunérés. Puis c'est encore le cas. Je ne peux pas croire qu'il n'y a personne dans les ministères de l'Éducation ou dans les ministres qui se sont succédés qui n'ont pas pensé, en fait, que ça, c'était une solution intéressante, de rémunérer les stages. Puis c'est sûr que, tu sais, l'argent, ce n'est pas tout. La rémunération, ce n'est pas tout. Mais c'est un facteur super important pour ceux qui sont en enseignement. Tu sais, c'est pas normal que les étudiants en génie ou les étudiants en administration, tout ça, aient des stages payés en droit, tout ça. Tu sais, bon, alors qu'en enseignement, on ne les a pas. Est-ce qu'on est moins important comme enseignant? Est-ce que ça vaut moins la peine de financer nos stages? Évidemment, est-ce que ça coûte plus cher à l'État parce que ce ne sont pas des stages dans des milieux privés? Oui. Mais si le Québec veut avoir plus d'enseignants, je pense que c'est des choses auxquelles il faut penser. Puis cette solution-là, qui est mise sur pied déjà par certaines universités au Québec, je crois qu'elle doit être aussi dans les formations de deuxième cycle. Donc, je pense que les stages au deuxième cycle doivent aussi être rémunérés. Et je pense aussi que, par exemple, quelqu'un qui voudrait faire une maîtrise qualifiante en enseignement pourrait avoir un certain nombre de crédits en pédagogie en didactique. Mon intention, c'est pas qu'on n'ait plus cette formation-là, mais qu'on puisse les avoir en ayant un stage rémunéré, ou en fait, même pas un stage, une pratique supervisée. Hein, donc, que les gens qui sont déjà en milieu de travail puissent avoir la visite de quelqu'un de l'université qui atteste, en fait, de leur maîtrise des 13 compétences enseignantes du Québec. Puis ça, pour moi, c'est une première idée. Mais je pense aussi là, qu'on devrait faire en sorte que les maîtrises qualifiantes soient plus courtes. Tu sais, souvent, on est dans des maîtrises où les gens disent « Ah, mais ça prend 2 ans, ça prend 3 ans. » Ouais, sur papier, là, ça prend 2-3 ans, mais je vous dirais que les gens que j'ai accompagnés, souvent, ils ont fait 6 ans, 7 ans. Tu sais, 6-7 ans, c'est énormément long avant d'obtenir un brevet, alors qu'ils avaient souvent un autre bac et même une autre maîtrise.
Et je pense qu'il faut vraiment se questionner à se dire, quand l'étudiant a déjà une maîtrise ou même un doctorat, parce que j'ai eu plusieurs étudiants en maîtrise qualifiante ou en DESS qui avaient un doctorat, je pense qu'il faut vraiment se questionner à se dire, pourquoi ces gens-là doivent refaire autant de crédits. Puis je comprends là, qu'on dit, ouais, mais ils n'ont pas fait de didactique, ils n'ont pas fait de pédagogie, mais on oublie que souvent, les profs de cégep et les profs d'université au Québec n'ont jamais fait de pédagogie. Hein, donc, il n'y a aucun crédit en didactique ou en pédagogie nécessaire lorsque vous enseignez à l'université, évidemment, sauf si vous êtes enseignant en éducation, là, mais si vous enseignez en anthropologie ou en biologie moléculaire ou en génie industriel, c'est fort possible que vous n'ayez jamais eu de cours de didactique ou de pédagogie pendant votre formation universitaire, même si vous avez une maîtrise ou un doctorat. Puis, en fait, les universités souvent vont aiguiller ou aider ces gens-là avec des conseillers pédagogiques spécialisés en pédagogie universitaire qui vont aider, par exemple, à construire un plan de cours ou aider à penser aux évaluations ou tout ça. Je pense que c'est quelque chose auquel on doit penser. Alors qu'un prof qui va enseigner au secondaire en français, en fait, c'est ça qu'il doit connaître. Hein? Le français, la littérature, l'orthographe, le vocabulaire, la conjugaison, comment fonctionne la langue, comment est décrite la langue. Mais on le sait en ayant fait un doctorat ou une maîtrise en études littéraires ou en traduction ou en littérature. Tout ça, on le sait. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme les profs d'université et de cégep et d'avoir une formation alternative? Pour moi, la première, je vous ai parlé de salaire, je vous ai parlé de formation, puis parlant de formation, là, je pense aussi qu'on devrait avoir un système de reconnaissance des acquis beaucoup plus fonctionnel au Québec. Hein? Donc, des gens qui sont déjà en poste ou des gens qui ont un autre parcours pourraient déposer des pièces justificatives, par exemple, une lettre de référence d'un directeur d'école, une lettre de référence d'un prof qui les a reçus comme stagiaires, des travaux qu'ils ont faits, des planifications qu'ils ont élaborées, vraiment des pièces justificatives qui démontreraient en fait une maîtrise des compétences. Je pense aussi que ça, on doit aller vers ça pour la formation d'enseignants, surtout au secondaire ou en formation générale des adultes. Donc, il faut, je pense, avoir un système de reconnaissance des acquis qui serait chapeauté par les universités et qui ferait en sorte que plus de gens qui ont une formation connexes, donc qui n'ont pas une formation en enseignement en premier cycle, puissent enseigner. Mais en fait, ils enseignent déjà. Hein? C'est ça le problème, c'est qu'ils puissent continuer à enseigner en ayant, par exemple, accès au brevet. Pour moi, la chose fondamentale, en fait, c'est de valoriser la passion des gens. Quand on enseigne depuis 2-3 ans dans le réseau et qu'on n'a pas de brevet, mais qu'on se fait toujours taper dessus par des enseignants. Puis là, je vous le dis parce que ça arrive dans les écoles là, que des gens vont dire « Ah ouais, toi, tu n'as pas de brevet, je te parle pas. » Ou je pense qu'il s'installe une espèce de compétition inadéquate là, sur le terrain. Je pense qu'il faut valoriser, en fait, la passion que les gens ont pour la matière et le désir qu'ils ont, en fait, d'enseigner. Mais je pense qu'il faut valoriser leur parcours. Puis oui, ils ont un parcours qui est différent, mais si on les a embauchés dans les écoles, souvent, c'est parce qu'on a convenu que leur parcours était intéressant. Puis évidemment, il y a toujours des exceptions. Là, j'ai un ami qui me racontait cette semaine que quelqu'un qui connaît, qui a un secondaire 5, qui enseigne quelque part dans le réseau. Puis j'étais comme, bon, évidemment, c'est pas nécessairement pour ces gens-là, moi, que je veux que le parcours soit plus facile. C'est vraiment pour ceux qui ont une formation alternative déjà et qui ont des diplômes dans des situations connexes. Et pour ça, je pense qu'il faut vraiment valoriser la passion que ces gens-là ont pour l'enseignement et pour la matière qu'ils veulent enseigner. Donc, si vous vous souvenez de vos meilleurs enseignants, en tout cas, moi, je me souviens des enseignants que j'ai beaucoup aimés dans mon parcours au secondaire ou au cégep, c'était des gens qui avaient une passion dévorante pour leur matière. Ils nous parlaient de leurs trucs, il y avait des étoiles dans les yeux, on les écoutait, puis comme « wow », vraiment intéressant. Puis c'est ces enseignants-là, moi, qui m'ont marqué. Puis je pense qu'il y en a plein des gens comme ça qui sont amoureux de quelque chose, là, d'une matière qu'ils pourraient enseigner et qui seront en fait des atouts précieux dans une équipe école. Oui, il y a l'expertise, mais il y a aussi la passion. Puis je pense qu'il faut mettre ces choses-là en commun et voir comment on peut valoriser, en fait, oui, la formation pédagogique traditionnelle, mais aussi la formation pédagogique alternative. Donc voilà, c'était un petit épisode différent aujourd'hui, mais je voulais vraiment ouvrir la porte, en fait, à plusieurs accès à l'enseignement à travers des parcours alternatifs. Hein. Oui, que ce soit un DESS, une maîtrise qualifiante, mais aussi peut-être une nouvelle alternative qui pourrait amalgamer la reconnaissance des acquis, les formations supervisées, les stages rémunérés, mais aussi, en fait, peut-être la création
d'un parcours là, qui pourrait prendre je ne sais pas quelle forme. Là, est-ce que ça pourrait être un certificat, en fait, en pédagogie, en didactique qu'on pourrait ajouter, parce que c'est un modèle qui a déjà existé au Québec, puis c'est un modèle qui existe dans d'autres provinces canadiennes, d'avoir un bac, un premier cycle, en fait, dans une matière et un certificat ou une année d'études en didactique et en pédagogie pour voir comment on peut utiliser tout ça et mettre ça ensemble. Donc, je pense que c'est vraiment important d'y penser. Faut aller plus loin aussi que juste penser. Hein. Je pense qu'il faut vraiment se dire, au secondaire, on a des besoins. En formation générale des adultes, on a des besoins. Au primaire, dans certaines régions, on a des besoins. Donc, comment on met sur pied des formations alternatives pour les gens qui sont déjà dans le réseau et qui soutiennent, en fait, les étudiants dans les écoles à bout de bras présentement, puis les équipes écoles à bout de bras. Puis, je veux vraiment pas que mon message soit vu vers comme un nivellement par le bas parce que c'est pas le cas du tout. Ce que je veux, en fait, ce que je propose, c'est vraiment qu'on s'attarde au parcours des gens et qu'on se demande comment on peut valoriser ce parcours-là pour que ces personnes-là puissent enseigner dans nos écoles, évidemment, parce qu'ils y sont souvent déjà. Donc, merci beaucoup de votre écoute et à la semaine prochaine. Merci infiniment d'avoir écouté Avec ou sans accent aujourd'hui. J'espère que nos échanges ont été aussi stimulants pour vous que pour moi et que vous serez à l'écoute pour les prochains épisodes. Avant de vous laisser partir, permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé dans cet épisode? Quelles réflexions vous ont traversé l'esprit? N'hésitez pas à m'écrire afin de partager le tout avec moi. N'oubliez pas non plus de vous abonner au balado pour ne manquer aucun épisode. Faites découvrir Avec ou sans accent à tous ceux qui partagent nos passions pour ces sujets. Vous avez envie de travailler avec moi? N'hésitez pas à me contacter pour connaître mon offre de service ou visiter mon site web. Au plaisir de vous retrouver pour notre prochain épisode. À très bientôt!